Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Compétition, innovation et stratégie des firmes. Le niveau de la technologie ne se laisse plus traiter comme un facteur non économique, car il est trop dépendant des processus économiques. Les théories de la croissance ont montré le rôle déterminant des innovations dans le développement économique. Le professeur W.W. Rostow, en dégageant les étapes de la croissance, avait mis en évidence la phase critique de décollage dans laquelle les inventions passent par une phase de maturation avant de produire pleinement leurs effets économiques. La révolution industrielle a correspondu à une telle phase. Mais les économistes considèrent aujourd'hui que les économies sont soumises à un processus évolutif qui les conduit à traverser, à plusieurs reprises, de telles phases. Chaque secteur de l'économie va connaître ses propres phases de développement, selon son propre schéma rythmique, de sorte que globalement l'économie connaîtra un processus permanent de changement. Ce processus lui-même garantit un rythme de croissance économique moyen relativement stable alors même que certains secteurs seront en phase de déclin, et d'autres en phase de décollage. Ainsi, à tout moment, des industries nouvelles se développent tandis que d'autres périclitent ou stagnent. Les hiérarchies entre nations sont chaque fois mises en cause à l'occasion de ces restructurations perpétuelles. L'innovation est le moyen pour l'entreprise, comme pour la collectivité nationale, de jouer un rôle actif dans cette dynamique économique. Plus fondamentalement, croissance économique et innovation sont intimement liés. Les modèles de croissance ont établi que le taux de progrès technique, la dynamique technologique, constitue en quelque sorte la vitesse de la lumière du modèle économique. La technologie intervient comme une frontière que l'évolution technologique se propose de faire reculer. Mais aucune économie ne peut croître durablement à un taux supérieur au taux de progrès technique, ce dernier conditionnant le rythme des gains de productivité. Il existe donc un régime permanent, c'est le taux de croissance soutenable à long terme de l'économie, qui caractérise toute économie nationale, ses caractéristiques structurelles, notamment la démographie, les institutions, sa technologie étant donnée. Si l'économie progresse à un rythme supérieur, c'est qu'elle se situe dans une phase de rattrapage qui ne saurait être durable. Cette phase de rattrapage est une phase de transition caractérisée par un taux de croissance économique relativement élevé par rapport aux trends technologiques. C'est la situation des pays dits émergents dont le Japon et l'Allemagne hier, et la Chine aujourd'hui constituent les meilleurs exemples. La capacité d'innovation des acteurs économiques est donc un élément crucial pour le développement économique. Un pays qui parvient en effet à se caler sur son régime permanent, qui est une sorte de vitesse de croisière, va pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'effets positifs. Ces effets sont connus dans la littérature comme étant les effets stylisés de la croissance. Ils peuvent se résumer par l'observation de deux grandes tendances fondamentales. Une progression régulière du produit par tête qui nourrit une progression tout aussi régulière des salaires réels, une stabilité du ratio de capital qui assure une stabilité de la part des profits dans la production. Ces tendances sont elles-mêmes à l'origine de changements structurels profonds, qui vont permettre et nourrir le développement. Ainsi vont se produire des changements importants dans la répartition sectorielle de la production et de l'emploi, dans les modes d'organisation des entreprises, dans la part du revenu national consacrée à la formation de capital physique et du capital humain, dans la structure des dépenses de consommation, dans les mentalités. Ces éléments témoignent de la mise en place d'un régime de croissance dans lequel le potentiel des innovations va jouer un rôle moteur. À la base de tous ces phénomènes, on retrouve, d'une part l'augmentation de la somme des connaissances utiles engendrées par la science et d'autre part, l'aptitude de la société sous l'aiguillon de l'idéologie moderne à transformer ses institutions afin de réaliser la croissance que permet cette accumulation de connaissances. Chapitre 1. Innovation, compétition et cycle économique. La structure INTERMEDIAIRE entre concurrence parfaite et monopole. La quête du monopole. La théorie économique met en exergue des cas d'école qui correspondent à des structures économiques clairement identifiées. Dans ces deux situations extrêmes, il est difficile de trouver un fondement économique au comportement d'innovation. Dans un contexte de concurrence pure et parfaite,
dans lequel les agents détiennent par hypothèse la même information et les produits sont parfaitement homogènes, l'incitation à innover est nulle. En effet, tout innovateur disposant d'une information non détenue par les autres firmes devra immédiatement mettre à la disposition des autres son savoir. Imaginons qu'il n'existe que des médicaments génériques en France. Pourquoi les laboratoires pharmaceutiques des groupes industriels privés vont-ils investir dans la recherche-développement, R&D, des sommes considérables pour mettre au point des nouveaux produits que d'autres industriels vont pouvoir exploiter immédiatement en évitant les coûts de recherche-développement ? Cette proposition met en avant deux caractéristiques fondamentales de la R&D. C'est un processus coûteux qu'il faut amortir. C'est un processus aléatoire que la firme n'est pas sûre d'amortir. Il doit donc exister une motivation suffisamment forte pour que la firme entreprenne malgré tout des dépenses de recherche, alors même que l'État n'a ni les moyens ni la vocation à prendre en charge la totalité de l'effort de recherche de la nation. Même si l'entrepreneur est un joueur, il faut que le jeu en vaille la peine. Symétriquement, dans un contexte de monopole absolu, le monopoleur n'a aucune raison d'innover puisqu'il est par définition à l'abri de la menace d'entrée de nouvelles firmes. L'innovation, en changeant le produit, le marché ou la technologie, met en question les situations existantes et les positions acquises. Un agent bénéficiant d'une rente de situation n'a aucun intérêt à menacer l'ordre à partir duquel il retire sa rente. Schumpeter a montré l'importance d'une structure intermédiaire dans la dynamique de l'innovation, qui nourrit la croissance des économies modernes. L'innovation procure une rente provisoire qui assure à l'innovateur des profits additionnels. Ces profits potentiels sont une incitation et une récompense à la prise de risque. Souvent, ils permettent d'amortir les dépenses de R&D engagées dans des voies qui ne s'avèrent pas toujours fructueuses. Avec la diffusion de l'innovation et l'imitation, cette rente est cependant toujours menacée. L'innovateur doit alors consacrer une partie des profits supplémentaires à l'investissement en R&D, afin d'anticiper la banalisation inéluctable de son innovation. Le profit trouve ainsi sa justification économique et éthique, puisqu'il est l'aiguillon du changement lequel profite aux consommateurs sous la forme d'une baisse tendancielle des prix et d'un accroissement de la qualité des produits. Dans ce contexte dynamique, l'évolution économique apparaît comme un processus de destruction créatrice, dans lequel l'innovation précipite l'obsolescence des secteurs existants tout en générant la création de nouvelles activités. Ces transformations sectorielles sont elles-mêmes à l'origine des incessants transferts de main-d'œuvre et de qualification entre les entreprises d'un même secteur et entre les secteurs eux-mêmes. Les développements récents de la théorie économique, notamment dans les domaines de la théorie de la croissance endogène d'une part, et de la théorie évolutionniste d'autre part, insistent la nature duale de l'innovation. Pour les théoriciens de la croissance endogène, l'innovation est partiellement exclusive 10. Pour les théoriciens évolutionnistes, elle a une dimension codifiable et une dimension tacite. Parce que l'innovation se compose d'éléments appropriables et spécifiques, TACIT knowledge, l'entrepreneur a intérêt à engager des dépenses de R&D qui lui permettent de se constituer un actif technologique décisif dans la compétition économique. Parce que l'innovation se compose d'éléments à l'origine d'externalités, elle participe à la dynamique du changement industriel et à la croissance économique globale. L'innovateur ne peut donc maîtriser toutes les retombées de son innovation. Ces retombées peuvent s'avérer positives pour ses concurrents, en contribuant à agrandir le potentiel des connaissances de la collectivité, et par là même négatives pour lui-même, en suscitant des vocations parmi les concurrents. Le comportement d'innovation est lié à l'invention, sans se réduire à celle-ci. En posant cette distinction cruciale entre invention et innovation, Schumpeter inscrit clairement l'innovation dans la sphère économique tout en montrant que les contenus de l'innovation relèvent de dimensions extra-économiques, telles que les sciences et les techniques. Mais l'innovation est une décision économique. C'est l'acte d'introduire, dans la sphère de la production et du marché, des avancées scientifiques et techniques qui transforment l'invention en innovation. Et cet acte est crucial. Sans lui, l'invention reste virtuelle, et la science et la technique évolueront sans induire mécaniquement une évolution des soubassements technologiques des activités économiques.
Le personnage de l'entrepreneur n'a de sens que dans le contexte de cette fameuse structure intermédiaire qui définit le processus compétitif. En effet, la firme atome du monde de la concurrence parfaite ou la firme conglomérat du monopole n'ont nul besoin de l'entrepreneur. D'ailleurs, dans les modèles totalement déterministes de l'économie, il n'y a pas d'acteur au sens propre car il n'y a pas de décision à prendre. Les agents économiques obéissent aveuglément à un comportement d'optimisation qui agit comme un programme génétique. Dans ce contexte, les agents ne font aucun choix, mais obéissent passivement à leur instinct. L'entrepreneur réel évolue dans un monde économique fondamentalement dynamique. Dans ce contexte, la concurrence est moins un état décrit par un grand nombre de firmes de taille réduite qu'un processus basé sur la liberté d'entrer sur un marché ouvert aux contours indéfinis. Le marché est ouvert car l'innovation y est précisément possible. Souvent, l'entrepreneur est à l'origine de la création d'une petite entreprise, laquelle entre dans un processus de croissance, interne ou externe, qui la fait atteindre des tailles fantastiques. L'économie doit être réceptive à ce cycle de vie des entreprises. Une firme doit pouvoir naître, se développer et mourir. En 1960, Hewlett-Packard n'employait que 1000 salariés, elle en compte aujourd'hui 300 000. Ainsi, les paramètres structurels de l'économie, taille et nombre de firmes, hiérarchie des secteurs dans la production de valeur ajoutée, taux de concentration, ne sont jamais figés. Ils sont à la fois la cause et la conséquence de l'innovation. Taille de la firme et innovation. Les économistes se sont longtemps focalisés sur le rôle des grandes firmes. L'étude du lien entre innovation technologique et concentration industrielle structurant la pensée des économistes industriels durant toutes les années 60 à 70. Il est vrai qu'à la fin de sa vie, Schumpeter accorde une place centrale aux grands groupes dont il considère qu'ils sont les seuls susceptibles de survivre, via un processus de concentration, à un processus d'intensification de la compétition à une échelle mondiale. L'expérience nous a montré, notamment dans le secteur de l'informatique alors en pleine effervescence, que la compétition technologique ne condamne pas la compétition économique, mais qu'elle en est une des dimensions. La création de nouvelles firmes est au cœur de ce processus de renouvellement des industries et des technologies. Partant de ce constat, Hack et Aldrich ont initié dans les années 80 à 90 un programme de recherche qui redonne toute son importance à la petite firme et au travers elle à l'entrepreneur. Partant de travaux empiriques, ils en arrivent aux observations suivantes qui constituent en quelque sorte les faits stylisés de l'économie de l'innovation. Dans les grands pays industrialisés, la part relative des petites et moyennes entreprises, PME, tend à s'accroître. Le taux de croissance des firmes décroît avec l'âge et la taille de ces mêmes firmes, ce qui tend à confirmer l'existence d'un cycle de vie des entreprises. Les PME connaissent un dynamisme remarquable de leur taux d'investissement et de leurs dépenses de R&D. Elles participent activement à la création et au renouvellement des emplois. Les PME sont au moins aussi innovantes que les grandes firmes, notamment dans les secteurs de haute technologie. Ces observations mettent en doute l'existence d'un trend irrésistible à la concentration industrielle, qui serait notamment alimenté par les stratégies d'innovation des grandes firmes. Même si l'actualité est riche de l'annonce de ces méga-fusions qui défraient les chroniques financières, n'oublions pas que le tissu économique est soumis à un processus incessant de renouvellement. En 30 ans, la liste des 50 premiers groupes américains a été profondément renouvelée. L'histoire du secteur informatique montre que les stratégies d'innovation de petites firmes récentes ont fait trembler le monopole d'IBM dans les années 70. Dans le secteur des nouvelles technologies, la taille peut parfois constituer un frein à l'innovation dans la mesure où une grande firme a plus à perdre qu'une petite structure en pariant sur une innovation. C'est ce constat d'une forte inertie, limitant les possibilités d'innovation des grands groupes, qui a guidé les travaux de Hack et Aldrich. Ces derniers ont travaillé à partir d'une base de données américaine, constituée par l'US Small Business Administration. Dans cette base, les données sont classées selon la taille des firmes. L'analyse de la base de données révèle que le taux d'innovation moyen, nombre d'innovations par million d'employés, est de 322 pour les PME, contre 225 pour les grands groupes industriels. Autrement dit, les PME utilisent en moyenne moins d'employés pour générer des innovations. La relation entre la taille des firmes, T,
Et le nombre moyen d'innovation, N, peut alors être illustré par le graphique ci-dessous. Figure 1, taille de la firme et innovation. Le graphique met en évidence une courbe en U reliant le nombre moyen d'innovation et la taille de la firme. Ainsi, les très petites firmes et les très grandes firmes sont les catégories les plus innovatrices. Cette observation invite à réfléchir sur les conditions de coexistence entre grands groupes et PME dans le processus de production des innovations. C'est un éclairage important qui complète l'analyse de Winter en termes de régime technologique. Ce que Winter appelle le régime entrepreneurial désigne les conditions de marché favorables à l'activité innovante des petites firmes, tandis que le régime routinier s'applique aux conditions de marché plus propices aux activités d'innovation des plus grandes firmes. Les grandes firmes jouent un rôle prépondérant dans la dynamique des innovations. Mais l'observation d'une relation décroissante entre taux d'innovation et taille des firmes a conduit à s'intéresser aux conditions spécifiques permettant aux PME de jouer un rôle actif dans cette même dynamique. Cette question aboutit à mettre en évidence les effets de spillovers. Aux USA, la localisation géographique autour des universités, dont les relations avec le monde industriel sont fortement développées, est souvent à l'origine de l'innovation dans les PME. Nos observations nous conduisent à considérer que les effets de spillovers sont grandement facilités par la proximité géographique, à l'intérieur d'un État, des universités et des grands centres de recherche. Les universités jouent un rôle moteur dans le processus de création des innovations, à l'intérieur des PME. Ces dernières apparaissent plus ouvertes à leur environnement institutionnel, alors même que les grandes organisations montrent une aversion plus forte pour le risque et les idées nouvelles provenant de l'extérieur de la structure. Ainsi, le dynamisme de l'économie américaine est autant le fait des firmes multinationales particulièrement actives dans le financement de la recherche fondamentale et appliquée, que celui des très petites firmes dont la capacité à prendre des risques sur des projets très innovants est plus importante. D'autant que les très grandes firmes ont été un jour de très petites structures. Les complémentarités État-marché. L'épisode de la guerre froide nous a révélé que l'avance soviétique, dans de nombreux domaines de la science fondamentale, ne s'est pas transformée en performance technologique et économique significative. La recherche pure a peu de retombées industrielles dans le cadre d'une économie totalement centralisée et planifiée, de laquelle le personnage de l'entrepreneur est exclu. D'un autre côté, dans les années 80, par l'intermédiaire de l'Initiative de défense stratégique, IDS, le gouvernement américain a subventionné tous les secteurs industriels considérés comme stratégiques, pratiquant de la sorte une véritable politique industrielle de soutien aux secteurs considérés comme des secteurs d'avenir. L'État a donc un rôle important à jouer dans la gestion du potentiel scientifique et technique d'un pays. Pour autant, la recherche française doit-elle continuer à se fermer à la logique marchande alors que les grands programmes publics n'ont pas de franches retombées en termes d'emploi et de création d'entreprises pour l'ensemble de l'économie ? Les avancées scientifiques françaises sont le plus souvent identifiées à des projets prestigieux tels Concorde, Superphénix, TGV, Ariane ou Minitel qui sont autant de réelles contributions à la science mais dont le bilan économique est plus mitigé. Les plus récentes avancées de la théorie de la croissance mettent en évidence l'importance et la nécessité des passerelles à établir entre le domaine légitime de l'intervention publique et le domaine tout aussi légitime de l'initiative privée. Sans infrastructure publique et sans institutions, l'initiative privée aurait un faible rendement. À l'inverse, le poids du secteur public ne doit pas être tel qu'il étouffe toute initiative privée. Fort de cet enseignement, les institutions françaises de recherche ont bien compris la nécessité d'engager des formes de coopération avec le monde de l'entreprise. Certes, la science est désintéressée, mais elle est aussi coûteuse de sorte qu'il ne peut plus y avoir de science sans finance. Par définition, la recherche est incertaine et ouverte. D'énormes moyens sont souvent dépensés dans certaines directions qui sont par la suite abandonnées. Il faut prélever sur l'économie les moyens de ces détours de production. À l'inverse, la technologie est valorisable si elle est sanctionnée par des critères de rentabilité et d'efficience économique. Une avancée technologique permet de générer des moyens, dont une partie sera consacrée à l'effort de recherche car il faut de la science pour alimenter la technologie. Si la science est l'aliment de l'innovation technologique,
Elle n'en est aucunement le motif. C'est donc une illusion que d'investir massivement de l'argent public dans la science en attendant que les retombées technologiques en jaillissent spontanément. C'est retomber dans cette illusion technologique de croire qu'il suffirait de distribuer des ordinateurs dans les écoles, les universités et les entreprises pour que la nouvelle économie distribue miraculeusement ses bienfaits. L'Allemagne, le Japon ou les États-Unis ont procédé en sens inverse. Dans un premier temps, ils se dotent d'avantages comparatifs forts dans la haute technologie, puisant dans le potentiel scientifique mondial si nécessaire pour en tirer des revenus dont une partie permettra de financer dans un second temps la recherche fondamentale. Les imitateurs d'aujourd'hui deviennent progressivement les innovateurs de demain. Une avancée scientifique ne génère pas de rentrée financière car la connaissance est un bien libre. Cependant, là où un brillant mathématicien va voir dans un nombre premier, comprenant plus d'une centaine de chiffres, une fascinante construction intellectuelle, un entrepreneur va entrevoir la possibilité de mettre au point une clé informatique permettant de développer le commerce sur Internet ou de faciliter les transactions financières électroniques. C'est pourquoi une nouvelle connaissance est potentiellement, mais non mécaniquement, une ressource économique. Comme toute richesse économique appartient à son créateur, il est essentiel de reconnaître la paternité légitime de l'innovation. Est-ce celui qui produit une nouvelle connaissance ou est-ce celui qui voit dans cette connaissance une application économique ? L'exemple du nombre premier montre qu'une même connaissance peut donner lieu à deux visions possibles qui dépendent des motivations des détenteurs ou producteurs de la connaissance en question. On retrouve l'idée selon laquelle l'innovation est plus un acte qui correspond à une motivation et un investissement qu'un objet technique en soi. L'innovation est l'acte essentiel qui identifie l'entrepreneur. Et c'est l'entreprise qui va être à l'origine de la mise sur le marché des innovations les plus significatives. C'est pourquoi la propension à innover de l'économie dépend tout autant, sinon plus, de son degré d'ouverture aux mécanismes compétitifs et de la psychologie de ses entrepreneurs, que de la qualité et du niveau de sa science. Cette analyse révèle l'importance des articulations entre logique publique et logique privée. Parce qu'elle est liée à l'état des sciences et des techniques, l'innovation est pour partie de même nature qu'un bien public. De ce point de vue, elle est assimilable à de la connaissance dont la production et la distribution échappent à une logique purement mercantile. La présence d'externalités dans le domaine de la production du savoir justifie l'intervention de l'État dans la gestion de ce type de biens. Une grande partie de l'effort d'éducation, de formation et de la recherche revient donc naturellement à l'État. Mais l'utilisation de telle ou telle connaissance, à des fins productives, reste motivée par la volonté de se démarquer de la concurrence pour mieux répondre aux exigences des consommateurs. Dans un contexte dynamique, c'est la seule possibilité de réaliser un profit. De ce point de vue, le motif de l'invention et le motif de l'innovation sont distincts. La propension à innover et la propension à inventer relèvent de deux logiques différentes. C'est pourquoi Schumpeter tient tant à séparer le personnage de l'inventeur de celui de l'entrepreneur. Ce dernier peut innover à partir de connaissances déjà existantes ou totalement nouvelles. Il peut aussi innover à partir de sa propre recherche ou grâce à celle des autres. De plus, toute la connaissance contenue dans l'innovation n'est pas totalement libre mais renvoie à une connaissance tacite, une expérience et un savoir-faire spécifique ou une information protégée. Tous ces éléments donnent toute sa valeur économique à l'innovation. La dynamique de l'innovation s'épanouit à partir du moment où les opportunités de profit sont réelles et significatives, même si elles sont incertaines. Même si la logique publique est déterminante dans la production et la transmission de la connaissance, elle ne doit pas être exclusive, mais doit laisser toute sa place aux mécanismes de marché. En effet, seuls ces derniers sont de nature à faire émerger les innovations dans le cadre de trajectoires technologiques dont les effets structurants sont essentiels pour l'économie. Si le principe de précaution poussé à l'extrême condamne par avance toute prise de risque inhérente au comportement d'innovation d'une part, voire la question des OGM en France, et si le principe de redistribution poussé à sa limite au nom d'une politique sociale par ailleurs légitime étouffe toute espérance de gain d'autre part, l'innovation ne trouvera aucun terrain propice à sa diffusion quelle que soit la qualité intrinsèque des chercheurs et des institutions de recherche.
La nature duale de l'innovation est étroitement liée à la structure intermédiaire, en laquelle Schumpeter a identifié le processus compétitif lui-même. Le schéma ci-dessous illustre les interactions dynamiques qui se nouent entre les institutions publiques et le marché. Figure numéro 2. Les articulations dynamiques marché-État. En raison de l'existence de ces interactions dynamiques, qui existent entre la sphère publique et la sphère marchande, l'élimination radicale des mécanismes de marché est de nature à couper le lien entre le stock des inventions, l'environnement scientifique et technique des entreprises et les opportunités d'innovation, nouveaux produits ou nouvelles technologies qui nourrissent la croissance. Le marché agit comme un cœur actif transformant la connaissance en richesse. Plus ce cœur est affaibli, moins la science et les techniques seront vecteurs de développement économique. En France, près de 70% de la recherche est financée par l'État. Cette situation trop déséquilibrée est à de multiples conséquences. La France connaît une avance scientifique notable, et reconnue partout dans le monde, mais elle accuse dans le même temps des décalages technologiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.